Je te réintroduis rapidement. pour, euh, Eh ben, je t'en prie. Comme ça, bon, je donc, partage ouais, le temps que tu partages. Donc, mon- Angèle, donc, t'es donc, la nouvelle présidente de Cheval et SHS. Tu es doctorante en sociologie à l'ES, l'école des hautes études des sciences sociales, sous la direction de Catherine Rémy. Donc, ta thèse, elle porte sur les relations d'engagement entre les équidés, les terroirs, les éleveurs et les éleveuses, donc à partir d'ethnographie au sein d'élevages de chevaux de trait, des chevaux de territoire à Nimulé de France. Donc tes domaines de recherche, c'est plutôt la sociologie pragmatique, la sociologie rurale, l'ethnographie et les animal studies. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter euh, une, une intervention autour de la notion de, du cheval marqueur bioculturel. Et donc, je te laisse présenter. Merci beaucoup pour cette introduction et effectivement, j'arrive pas à partager mon écran. Bon, voilà, donc merci Maurice. Alors donc je vais vous présenter une partie de mon mémoire de sociologie que j'ai soutenu en août 2023, qui porte sur les relations d'élevage entre éleveurs, éleveuses, chevaux de trait et terroirs. Et donc, on va particulièrement s'intéresser aujourd'hui au caractère de patrimoine bioculturel donné aux chevaux de trait. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, cette présentation, elle est issue de mon mémoire, mais c'est une réflexion que je poursuis dans ma thèse aujourd'hui. Et donc, plus précisément, cette présentation, elle se base sur des ethnographies que j'ai réalisées en 2022 au sein d'élevage de chevaux de trait. Donc, entre février et juillet 2022, j'ai été dans 3 élevages. Un élevage de percherons dans le Perche, un élevage d'ardennais dans les Ardennes et un élevage de trait poids-de-vin mulacé en Charente-Maritime. Donc, je logeais sur place et j'aidais les personnes travaillant à l'élevage afin de faire l'expérience de leur quotidien et d'avoir un contact avec les chevaux de trait. Et donc, dans ma méthodologie, je tenais à prendre au sérieux toutes les personnes rencontrées, à pas faire du dévoilement, et de même à prendre aussi les chevaux comme des enquêtés. Donc, sur la question patrimoniale, c'est un peu plus difficile. On parlera plus difficilement d'un cheval acteur, mais on va quand même essayer d'en parler un petit peu. En tout cas, ça nécessite à la sociologie de s'appairer avec l'éthologie. Et donc, j'en profite pour préciser que je suis issue du milieu du cheval, que je fais du travail à pied et de l'attelage. Alors, en France, les chevaux de trait ont d'abord été utilisés à des fins militaires, agricoles, minières et de transport. Et progressivement, ces équidés de travail ont fait l'objet d'une précise sélection génétique afin d'adapter leur corps à des besoins humains, et donc formant au passage des races distinctes. Au cours du siècle dernier, les progrès de l'agriculture et des transports ont eu un impact conséquent sur la filière, à commencer par une diminution des effectifs de chevaux de trait. Et donc, comme l'explique Bernadette Lisée, le déclin de la traction animale au cours du XXe siècle, c'est un événement décisif qui a induit des changements en chaîne. Donc, à la fois pour de nombreux corps de métier, tels que la bourrellerie, la charognnerie, les cochers et cochères, etc. Et ça a aussi provoqué de l'exode rural par la diminution de l'embauche agricole et une restructuration des marchés avec une baisse de consommation des fourrages et des céréales. Donc, des reconversions professionnelles ont eu lieu, mais il y a quand même eu un vif débat qui anime alors la société entre l'attachement aux équidés et le progrès technique. Et j'ai un éleveur de trait ardennais que j'ai rencontré qui m'a dit, je me souviens quand le dernier cheval de trait est parti de la ferme, j'avais 4 ans, tout le monde pleurait. Ah bah oui, hein, tu vendais 4 chevaux, tu avais un tracteur, mais le cheval de trait, c'est lui qui a nourri la France, c'est un patrimoine énorme. Et donc, au titre de la reconnaissance envers les chevaux de trait et de leur valeur patrimoniale, les acteurs expliquent s'engager à conserver les races qui sont aujourd'hui menacées d'abandon pour l'agriculture. Donc aujourd'hui, comme montré sur ce slide, on compte 9 races de chevaux de trait français. L'effectif national est faible. En 2022, ce sont 9 589 poulains de trait qui sont nés en France, dont 8 067 des 9 races françaises. Donc, bien qu'en augmentation, le nombre de juments de trait reproductrices n'atteint pas les 8 000 individus, donc les 9 races sont toujours considérées comme menacées d'abandon pour l'agriculture, c'est-à-dire menacées de disparition. Alors, afin de conserver ces races, les élevages cherchent des débouchés aux chevaux de trait.
Et en 2021, plus de 80% des poulains de trait ont été destinés à la boucherie, plutôt exportatrice d'ailleurs. Et d'autres élevages se tournent vers la création d'alternatives, parmi lesquelles les activités de loisirs et de traction animale, notamment dans le cadre de l'agritourisme, du tourisme vert et du tourisme équestre. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, je vais tout d'abord vous parler dans une première partie de la protection d'un héritage. Donc, les éleveurs et éleveuses emploient, comme on l'a vu, le terme de patrimoine pour qualifier à la fois la race locale et ce qu'elle implique en termes de savoir, de pratiques, artefacts, biodiversité, lieux et paysages ainsi que relations. Et alors, le patrimoine, on peut le définir comme quelque chose dont l'importance est valorisée collectivement en raison de la représentativité de son histoire et d'une mémoire collective d'ailleurs qui lui est associée. Et cette chose est également considérée comme méritant d'être conservée afin d'être transmise. Donc tout n'est pas patrimoine, ni pour tout le monde. Et le patrimoine résulte alors d'une construction et de choix collectifs, s'inscrivant dans une constitution collective de la mémoire. Les grands bouleversements contemporains pour les chevaux de trait, tels que la mécanisation, l'industrialisation de l'agriculture et des transports, ont agi comme une mise à distance forcée des chevaux de trait, ce qui a en fait permis sa reconnaissance collective comme patrimoine. Sur le terrain, il y a un éleveur qui m'a montré des vieilles photographies prises dans les années 90 lors d'une fête de village reconstituant des scènes paysannes du début du XXe siècle. Et donc, il m'explique à ce moment-là que son village organise chaque année cet événement afin de faire vivre le patrimoine paysan de la commune. Et donc, alors, sur les photos à gauche, on voit le métier de charron dans sa forme traditionnelle du XXe siècle, qui aujourd'hui n'existe plus du tout dans cette forme-là. Ça a disparu en fait avec la fin de l'attraction animale. Et donc, l'éleveur que je rencontrais m'explique aussi qu'il participe depuis quelques années à ces événements avec sa jument, qui elle actionne une trépigneuse. Donc, c'est un engin agricole mobile. La force de la jument est convertie et transmise par la trépigneuse, dans son cas, à une batteuse pour battre le blé. Et donc, sur la photo qu'il me montre, le corps de la jument, elle est tendue par l'effort, elle pointe ses oreilles, elle est vers l'arrière à l'écoute de l'éleveur, qui est en fait derrière elle. Et elle est vraiment concentrée sur sa tâche. En tout cas, c'est ce que la photo donne à voir. Et d'après l'éleveur, et d'après la photo, elle travaille et elle fait aussi la démonstration. Donc, sur l'aspect travail, effectivement, les chevauderies ont largement participé aux travaux agricoles. Ils ont nourri la France, pour reprendre l'expression de cet éleveur, en faisant partie en fait de la structure économique nationale. Et de nombreux corps de métiers comme la charronnerie ne dépendaient que des chevaux. Et aujourd'hui, ces fêtes, elles sont l'occasion de ressortir des granges, les costumes et vieux outils, de montrer des savoir-faire transmis par les parents, mais qui, en fait, en dehors de ces occasions, de ces reconstitutions, ne sont vraiment plus mises en œuvre. Donc, de créer du lien social autour de la culture locale et de faire vivre cette mémoire. Mais ces fêtes, c'est aussi un hommage aux chevaux de trait et c'est l'occasion de faire quelque chose avec eux. Donc, ils sont alors investis d'un rôle par les éleveurs et éleveuses et les chevaux performent une tâche qui tient du travail, mais qui se différencie quand même du travail quotidien, de par le cadre dans lequel cette tâche se déroule. Donc les chevaux sont apprêtés différemment, ils sont regardés, applaudis par du public. Et d'après les éleveurs et éleveuses, les chevaux se tiennent un petit peu différemment. Ils savent qu'ils sont en démonstration et donc ils participent à la démonstration. À partir des témoignages des éleveurs et éleveuses, on constate donc un attachement au cheval de trait en tant que patrimoine bioculturel local. Le déclin des chevaux de trait est accompagné d'un mouvement de patrimonialisation de l'animal, mais aussi donc des savoir-faire, des espaces et des artefacts qui l'entourent. La géographe Claire Delphos précise que le patrimoine lié à l'élevage embrasse à la fois les paysages, les produits, notamment alimentaires, les savoir-faire et les races animales qui composent la biodiversité domestique. Dans mon travail, j'inclus aussi la biodiversité sauvage, au sens où les éleveurs et éleveuses font des efforts pour la conserver et espèrent la transmettre. Mais donc, il y a un désir de sauvegarder les races de chevaux de trait. Les races locales, elles sont valuées par les éleveurs et éleveuses comme des éléments du patrimoine local et régional, mais également mondial au titre de la biodiversité globale. La patrimonialisation des races, elle se pense dans un geste écologique de préservation de la biodiversité génétique, spécifique et écosystémique, ainsi que de la préservation des paysages. Et donc, ce souci écologique
témoigne d'un attachement des éleveurs et éleveuses aux liens qui les lient avec d'autres espèces. Et en fait, à la question pourquoi faut-il conserver cette race, toutes les personnes interrogées mentionnent la patrimonialité du cheval de trait, tant culturelle que génétique. Au cours de mes enquêtes, j'ai interrogé Éric Rousseau, qui est l'ancien président de la Société française des équipiers de travail. Et donc, lui, il préconise la conservation des chevaux de trait comme patrimoine bioculturel, en considérant qu'il s'agit du fruit du travail de nos ancêtres. Et donc, il m'explique que chacune des races est le fruit d'une pratique locale, le fruit d'une adaptation à un terroir, ainsi que d'une sélection pour mettre ces animaux en adéquation avec les attentes des utilisateurs d'autrefois. Et en effet, les races, elles sont d'abord issues des évolutions d'un groupe d'animaux dans leur milieu. Par exemple, selon les éleveurs et éleveuses de trait poids-de-vin mulassier, l'origine de ces chevaux, donc le milieu d'origine, c'est le marais poids-de-vin. Et donc ça expliquerait leur aptitude à évoluer en zone humide. Donc ils ont des pieds évasés, une peau assez épaisse, une crinière très fournie, une taille moyenne, ils sont assez osseux. Et donc, la sélection humaine participe au renforcement de ces caractères physiques et au renforcement en fait de caractères physiques sélectionnés. Les races, elles sont également construites par la structuration en studbook autour des années 1880 en France, qui permet de contrôler la diversité génétique nationale et mondiale et d'asseoir l'origine de la race. Donc, par exemple, pour les percherons, c'est l'origine percheronne qui est notée dans le studbook. Donc, c'est pas une origine normande ni états-unienne, contrairement à certaines rumeurs. Et donc ça nous permet de parler des histoires de races et des histoires qu'il y a autour des races. Et elles font vraiment l'objet de nombreux ouvrages vétérinaires, zootechniques, historiques et anthropologiques. Elles sont néanmoins souvent transmises par des personnes passionnées. Les éleveurs et éleveuses transmettent ces histoires à l'oral et se cultivent sur le sujet. Les associations nationales de races et l'Institut français du cheval et de l'équitation diffusent également ces histoires sur leur site internet, leur médiathèque. Et à part l'IFCE, donc l'Institut français du cheval et de l'équitation, et certains ouvrages publiés, ces histoires, en général, elles ne sont pas sourcées scientifiquement. Et elles peuvent prendre la forme de mythes fondateurs. Et ainsi, un éleveur qui m'explique que de tous les chevaux, seuls les chevaux de trait ardennais sont revenus de la campagne de Russie en 1812. Et cette histoire, elle est très répandue en fait dans le cercle trait ardennais. Et il ajoute, en fait, après la guerre de Russie, la seule race qui existait, c'était celle-là, parce qu'elle avait résisté au froid, à l'endurance. Alors, bien sûr, c'est pas la seule race qui existait après 1812, mais ce genre de conte structure la race, lui confère une légitimité par ses origines très anciennes et solidaires avec les humains. Cela donne matière à des articles journalistiques et surtout, en fait, ces histoires, elles sont utilisées pour justifier la patrimonialisation des races. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. La double dimension bioculturelle, elle est donc importante parce qu'elle souligne les originalités des races sur le plan génétique, mais aussi sur le plan culturel. Donc, par exemple, génétiquement, il y a peu de différence entre un auxois, un ardennais et un trait du Nord. Donc, c'est les trois races qui sont représentées ici. Mais culturellement, le trait du Nord est mené au cordeau, c'est-à-dire avec une seule main et avec une seule cordelette. Le menage au cordeau, c'est une technique dont l'usage est devenu une tradition dans le nord de la France, dans les travaux agricoles et le débardage. Alors, les autres races sont aussi parfois menées au cordeau, bien sûr. Néanmoins, cette pratique, elle reste traditionnelle et revendiquée comme telle par l'Association nationale de races du trait du Nord. Et d'ailleurs, leur logo met en valeur cet équipement. Donc, comme on peut le voir là en bleu, ce qui fait le N de Nord, c'est le cordeau. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, on va voir l'autre pan de la patrimonialisation, c'est-à-dire faire vivre pour conserver. En effet, la patrimonialisation elle est liée à la conservation, et dans le cas bioculturel, il y a une volonté de préserver ce qui est mobilisé dans la relation multispécifique, donc c'est-à-dire entre plusieurs espèces, comme le matériel, les compétences, les espaces, etc. Mais c'est pas seulement préserver de manière intacte, il y a aussi une dimension adaptative au contexte et aux enjeux actuels et futurs. Le patrimoine bioculturel, il est donc synchronique et diachronique, il est hérité et régénéré. Pour reprendre l'interview avec Éric Rousseau, il résume, si on n'a pas sauvegardé à la fois le moteur et la pratique, le savoir-faire, il faudra tout réinventer. Et pour conserver ce patrimoine, on voit apparaître, comme l'expliquait Maurice,
l'adaptation des équipements aux morphologies des chevaux, aux besoins des animaux, des humains, de la tâche, ainsi que la conformation aux exigences de bientraitance animale. Alors, afin de conserver les chevaux de trait, les éleveurs et éleveuses ont dû s'organiser autrement pour vendre leurs chevaux, c'est-à-dire trouver des nouveaux débouchés. Selon une éleveuse de percherons que j'ai rencontrée, avec les bouleversements sociétaux du XXe siècle, les élevages de chevaux de trait ont faibli parallèlement au vieillissement des éleveurs et éleveuses. Leurs petits-enfants auraient souhaité conserver et valoriser cet héritage. Et avec la libération de la condition féminine, l'équitation s'est parallèlement féminisée dans les années 1980, entraînant des évolutions dans les pratiques, comme l'exprime la chercheuse Tourmalin. Donc, les petites filles auraient alors pratiqué avec les chevaux de trait de nouveaux usages comme la randonnée ou l'Amazone, au lieu des usages plus traditionnels et exercés par les hommes, comme l'équitation martiale ou le travail agricole avec les chevaux. Et ces nouvelles pratiques auraient alors relancé l'intérêt pour les chevaux de trait, toujours selon cette éleveuse de percherons. De plus, il y a une dynamique écologiste qui s'est ouverte et qui a ouvert de nouveaux débouchés avec le tourisme équestre ou l'attraction animale, comme l'explique Bernadette Lisée et Piotr Dashkevich. Et donc, la géographe Sylvine Piquel-Chevalier estime que cette évolution et cette dynamique écologiste a jusqu'ici été étudiée sous le prisme de la menace de la perte de tradition, alors que de nombreux éleveurs et éleveuses saisissent plutôt cette évolution comme un levier de régénération de l'élevage. En effet, sur mon terrain, il y a une jeune éleveuse en cours d'installation qui m'explique son projet. Donc, elle monte une ferme pédagogique inspirée du Paddock Paradise. Donc, c'est une plutôt libre circulation des chevaux. Le but de son projet, c'est de conserver les races locales via le tourisme à la ferme. Et un autre exemple qui est celui d'une association ardennaise qui préserve la race de trait ardennaise et qui met en valeur un ancien relais de poste à cheval en y proposant des activités en lien avec le lieu historique et la race. Donc des balades attelées, des fêtes paysannes, mais aussi des formations et du débourrage. Et donc, au cours de mes 3 semaines d'observation dans ce lieu, je constate que le simple fait qu'il y ait des chevaux de trait suscite la curiosité des personnes, des touristes, mais aussi des gens du village, qui du coup y passent régulièrement. Il y a aussi plusieurs personnes du village qui adhèrent à l'association pour la soutenir dans cette démarche de conservation du patrimoine, sans pour autant en fait avoir de connaissances ni même de liens avec les chevaux. Et donc, c'est aussi ce lieu un point de rendez-vous d'ailleurs pour les enfants. Et donc, l'association, elle conserve un patrimoine bioculturel qui est cette trace de trait ardennais et un patrimoine immobilier qui est le relais de poste, en leur conférant de nouveaux usages. Et Bernadette Lisée précise d'ailleurs, l'attraction animale ressuscitée relève du bien commun sur les registres d'une sauvegarde de la production paysanne, du panel des races de l'environnement, respecter les sols, de métiers presque disparus qui donnent sens à l'existence. Mais ressuscité n'est pas conservé à l'identique ni figé, bien au contraire, tout est ouvert, interactif et évolutif dans ses aventures familiales ou collectives. Alors, ces démonstrations, elles soulignent que les chevaux de trait sont un emblème des rapports que les éleveurs et éleveuses entretiennent avec les animaux et le terroir. En effet, les chevaux symbolisent ici donc des relations et des savoir-faire qui tendent à disparaître en raison du déclin des races. Et ils sont également le symbole d'une localité, puisque liés à des savoir-faire et des milieux particuliers. Le logo, par exemple, du parc naturel régional du Perche inclut un percheron. De plus, les chevaux de trait représentent dans l'imaginaire commun le travail paysan, donc comme l'a expliqué Maurice, bien que cet imaginaire commun puisse également être enchanté et bucolisé. Cette image, elle est aujourd'hui reprise d'ailleurs avec l'attraction animale pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement et qui s'inscrit dans une lignée paysanne. D'ailleurs, les chevaux de trait au travail sont encore qualifiés par les éleveurs et éleveuses que j'ai rencontrés de compagnons d'effort, de collègues d'entretien de l'écosystème, mais aussi de membres de la famille. Et en revanche, bien que les collaborations avec les chevaux de trait intègrent aujourd'hui dans mes élevages enquêtés des exigences de bien-être et de confort, ça n'a pas toujours été le cas. Et les éleveurs et éleveuses m'ont fait part d'une culpabilité, d'un sentiment de redevabilité, de responsabilité envers cette espèce à qui l'humain a fait faire tant de choses. Par exemple, le père de la jeune éleveuse me dit à ce propos, les traits poids de vin mulassiers ont servi l'homme depuis des milliers d'années, on le leur doit bien ça. Donc, sous-entendu, on leur doit bien une nouvelle adaptation, mais aussi la patrimonialisation
de cette race. Selon Bernadette Lisée et Piotr Daszkiewicz, les mouvements de patrimonialisation de la nature émergent lors de périodes de tension, donc notamment des tensions sociales, et marquent alors un changement dans les rapports aux animaux et au terroir. Les éleveurs et éleveuses que j'ai rencontrés pointent du doigt Bruxelles, ainsi que l'agriculture intensive et industrielle. La plupart se plaignent également des véganes, animalistes et antispécistes qui mettraient en danger les élevages par leurs nouvelles préoccupations pour les animaux, qui ne seraient que méconnaissances. Et donc, ces personnes sont rapidement classées par les éleveurs et éleveuses comme bourgeoises et urbaines, avec qui tous les opposent. Et donc, en raison du danger qu'elle représente, la patrimonialisation semble impérative aux éleveurs et éleveuses. La patrimonialisation des chaussées et de ce qui les entoure est donc le fait des individus et des associations qui érigent collectivement cet ensemble en patrimoine, mais il n'y a pas de reconnaissance institutionnelle formelle. Il y a quelques démarches qui ont tenté d'instituer la patrimonialisation des chevaux de trait pour soutenir leur conservation. Par exemple, en 2008, le Centre de promotion du cheval de trait auxois a demandé à inscrire les 9 races françaises de chevaux de trait dans la catégorie paysage culturel du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, les chevaux de trait français remplissaient la plupart des exigences de cette catégorie, donc à savoir témoigner de la création de paysages, de culture et traditions, du développement d'écosystèmes, etc. Et alors, la démarche n'a pas abouti. Par contre, l'équitation française, elle est reconnue au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ce pas les mêmes catégories. En revanche, en 2019, c'est le Hara national tchèque Kladruby nad Labem qui, lui, a été classé au patrimoine mondial du fait qu'il est, d'après la déclaration de son directeur Jiří Mahek, l'unique paysage préservé et utilisé pour son usage initial, afin de permettre l'élevage et le tressage de chevaux de trait. Donc en France, ce sont plutôt des marques, comme les parcs naturels régionaux, qui associent élevage et maintien des paysages ruraux dans une démarche de patrimonialisation. Les éleveurs de percherons enquêtés ont d'ailleurs un contrat avec l'Office du tourisme et le parc naturel régional du Perche pour y effectuer des balades en attelage l'été. Et les chevaux sont alors vantés pour leur impact positif sur l'environnement, le lien social qu'ils génèrent et le fait qu'ils soient médiateurs pour ce lien social. Ils suscitent de l'intérêt envers eux-mêmes, mais aussi envers la faune et la flore du parc. Et donc ici, à nouveau, les chevaux sont acteurs. De même, en partenariat avec les régions, il y a le Sénat, l'Assemblée nationale et des ministères. La Route du Poisson a revu le jour entre 1991 et 2012, et puis elle a été rééditée depuis 2022. Donc c'est une course attelée qui retrace le parcours des marailleurs, c'est-à-dire des attelages, qui livraient le poisson depuis Boulogne-sur-Mer à Paris en 24 heures du XVIIIe siècle à 1848. Donc aujourd'hui, c'est une compétition sportive qui a pour but de retranscrire ludiquement les différentes tâches qui lient pêche et cheval au cours de plusieurs épreuves. Et alors, sur place, c'est dans la communication, les races locales et les produits locaux sont mis en avant dans un esprit de patrimonialisation du monde rural. À propos de la route du poisson, les chercheurs Olivier Pégard et Jérôme Pruneau soulignent, à travers les usages traditionnels du corps productif, le sport remplit une stratégie de promotion d'un patrimoine culturel vivant et dont l'ambition serait de ne pas occuper seulement le monde du musée. En effet, les chevaux de trait sont également mis en scène dans des écomusées ou des musées de village, à l'instar de celui du Perche ou alors du Centre historique minier dans le Nord-Pas-de-Calais. Les collections présentent des documents, des outils, du matériel lié au travail avec les chevaux, comme des harnais ou des engins agricoles. L'écomusée du Perche dit d'ailleurs s'emparer d'un rôle de réparation et de résilience vis-à-vis de la disparition des chevaux de trait comme compagnons de travail, en proposant en fait donc le musée propose de coopérer avec les éleveurs et éleveuses de la région pour faire vivre le musée, donc que ce soit en augmentant les collections, mais aussi en demandant aux éleveurs et éleveuses de participer aux événements avec les chevaux. Enfin, l'Institut français du cheval et de l'équitation a pour mission de gérer le patrimoine à partir de la marque des haras nationaux. Et le ministère de la Culture et la Direction générale des patrimoines ont également ouvert un site internet, cheval.culture.fr, pour fournir de la documentation sur l'histoire des rapports entre humains et chevaux. Et tu peux passer au dernier slide, s'il te plaît, enfin au slide suivant. Merci. Donc pour conclure, afin de rendre la patrimonialisation efficace, les éleveurs et éleveuses présentent leurs chevaux de trait comme étendards et points d'entrée, donc pour diffuser leurs valeurs. La patrimonialisation, elle est donc accompagnée d'un phénomène d'attribution de fonctions au patrimonialisé.
Dans le cas des chevaux, ils viennent chargés de soigner la biodiversité, de représenter la localité, de faire figuration dans le paysage et d'être des appuis pédagogiques et médiatiques. Les chevaux de trait sont donc à la fois objets et acteurs de leur propre patrimonialisation et de celle des terroirs. Alors, les diverses initiatives ici présentées montrent la diversité des pratiques, des artefacts et des milieux qu'embrasse le cheval de trait. Cela illustre aussi la difficulté de conserver un patrimoine vivant et matériel qui semble requérir une pluralité de formes de conservation pour que celle-ci ait des effets. Ainsi, l'attachement aux chevaux de trait comme patrimoine biologique, qui plus est s'agissant de races menacées d'abandon, va donc de concert avec un attachement au patrimoine culturel, tel que les lieux et les savoir-faire. Et le patrimoine bioculturel lié aux chevaux de trait, c'est à partir de la diversité des pratiques, des savoir-faire, des lignées. Cet ensemble bioculturel, désigné comme le cheval de trait, englobe finalement bien plus que le seul animal. Merci beaucoup. Alors sur la slide suivante, c'est la bibliographie. Voilà. Merci. On peut arrêter le partage si tu veux et passer aux questions. Merci beaucoup, Angèle, pour ta présentation. Euh, on a un peu de temps pour prendre quelques questions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Moi, j'en aurais aussi, mais vas-y, Bleuhen. Déjà, une remarque, je trouve que c'est extrêmement drôle parce que le mythe fondateur de nos chevaux sont les seuls à être rentrés de la campagne de Russie s'applique au moins à trois races de traits françaises. Et je trouve ça vraiment très drôle parce que c'est vraiment un argument marketing énorme qui est repris pour les traits bretons, pour les traits du Nord, et je sais plus quelle autre race, mais je trouve ça vraiment amusant. Et puis, ce que je trouve dingue, c'est qu'on part du principe que ces races sont un patrimoine qui existe depuis des siècles, voire des millénaires, hein. Certains éleveurs disent carrément ça. C'est complètement faux, hein. Les races sont une construction et une construction qui est, pour la création des studbooks en tout cas, parfois extrêmement tardive et complètement politique. C'est-à-dire que, par exemple, l'inscription du cheval de trait breton en studbook coïncide avec une période où l'État, la République, intègre complètement la Bretagne et la force à parler français et applique les mêmes lois qu'ailleurs et ainsi de suite. Donc, c'est aussi des réactions identitaires. Et si on revenait à l'image où il y a les 9 races de traits, ce qui saute aux yeux à quelqu'un qui ne connaît pas les chevaux, c'est la ressemblance de ces chevaux de trait. Et particulièrement celle entre les chevaux de trait bretons et les percherons, où en fait, sur une photocopie noir et blanc, il serait quand même très compliqué de trouver la différence. Parce que pendant très longtemps, l'élevage n'a pas du tout été cloisonné et où en fait, on gardait les marrons sur place et tous les gris allaient dans le Perche et à Paris. C'est tout, c'était juste une question de marché en fait. Où, ensuite, quand les chevaux étaient un peu plus âgés, ils revenaient via la Normandie souvent pour repartir dans les élevages bretons et ainsi de suite. Donc en fait, le cloisonnement, la séparation, elle est identitaire, politique, construite, etc. Donc revendiquer cette patrimonialisation, c'est aussi revendiquer l'inscription du 19e, du début 20e aussi, particulièrement dans les mémoires, en fait. Je trouve que c'est intéressant. Alors, sur le mythe fondateur, pour continuer effectivement sur ce côté un petit peu drôle, il y en a un autre de mythe fondateur qui est qu'on retrouve dans plusieurs races, donc pas forcément chez les chevaux de trait, mais qui est que telle race serait celle représentée sur les crottes de Lascaux. Alors, les traits poids de vin mulassier ont trouvé des représentations apparemment de traits poids de vin mulassier, de l'ancêtre du trait poids de vin sur les grottes. Il me semble que les Mérins aussi se disent évidemment les chevaux les plus anciens de France.
toutes les races comme ça trouvent des restes ou des traces qui pourraient symboliser le fait qu'ils sont les plus anciens. Alors, c'est Carole Ferré qui apporte une réponse intéressante sur ces mythes fondateurs, mais elle, sur ces terrains en Europe de l'Est. Et c'est ce que j'essayais un petit peu d'expliquer. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment le lien entre trouver un mythe fondateur. Ça permet de créer un lien entre la race, le terroir et l'humain, et de dire que cette tripartie est solidaire et ancrée ici, et donc a une légitimité à être conservée. Pour ce que tu disais sur donc effectivement sur les races qui paraissent ancestrales alors que finalement elles sont très tardives, effectivement ça date de la fin du 19e pour la France. Et ça répond effectivement tout à fait à un cloisonnement identitaire. Dans le cas du percheron d'ailleurs, le studbook français est créé en réaction à la création d'un studbook percheron états-unien, et donc vraiment sur une volonté de dire le percheron est français, et volonté d'ailleurs qui émerge en fait des États-Unis, qui eux dans leur studbook reconnaissent en premier l'origine percheronne du percheron et qui poussent les Français à créer le studbook et à le reconnaître également. En revanche, revendiquer cette identité, est-ce que ce serait aussi revendiquer une pensée du 19e siècle, donc quelque chose d'assez conservateur? Pour le coup, non. En tout cas, pas de ce que j'ai observé sur le terrain. C'est un, il y a quelque part une volonté effectivement de conserver un héritage plus que de conserver quelque chose du 19e. Et en fait, cet héritage, il est surtout familial. Et, et oui, il remonte pas en fait jusqu'au 19e, jusqu'à la création des races, etc. Même si les éleveurs et éleveuses connaissent bien ce moment-là et savent que, en dépit de ces mythes fondateurs, les races qu'ils élèvent aujourd'hui sont des constructions modernes. Mais en fait, cette préservation des races, c'est plutôt que leur propre identité de paysans est en train de mourir. Les races sont en train de s'effondrer. Et donc, ils se raccrochent à la préservation de là où ils sont nés, finalement, du milieu dans lequel ils sont nés. Oui, voilà, je conclurai là-dessus, sinon je n'aurai pas le temps de prendre d'autres questions. Moi, j'ai pareil, plusieurs remarques et une question. Merci de ta présentation, c'est très intéressant. Euh, je ne sais pas par rapport à ta thèse, mais je pense que c'est bien aussi d'aller voir d'autres races. Je pense notamment aux Bretons, hein, puisque on travaille aussi au Cordeau. Donc voilà, c'est pas forcément propre aux Ardennais, mais peut-être plus à certaines pratiques et après qui vont rentrer en effet comme, euh, comme élément identitaire d'une race. Mais peut-être que c'est plus lié à une forme de pratique, je ne sais pas, c'est à questionner. Euh, je- euh, j'ai oublié de le dire pour Maurice, mais cette question de reconnaître le cheval comme compagnon de vie, comme collaborateur, etc., je pense très sincèrement que c'est quelque chose de très ancien, qui n'a pas été étudié, voire qui n'est pas pensé. Jérémy Clément, qui travaille donc en histoire ancienne, lors d'une discussion, me faisait part qu'ils avaient retrouvé, en l'occurrence, une tablette d'échange épistolaire où on demande des nouvelles du cheval de la famille. Donc, c'est pas neutre comme élément. Au Moyen Âge, enfin à l'hypiatrie, on va beaucoup soigner en faisant appel aux saints pour protéger les animaux, etc., au même titre qu'on en appelle aux saints pour protéger la famille. Donc ça, c'est ce renouveau avec cette transformation sociétale autour de la sensibilité, etc., où voilà, on fait une plus grande part aux animaux. Euh, Moi, j'en appelle à des travaux d'histoire
non pas des élites, parce qu'en effet, dans les travaux, à partir des ouvrages des élites, etc., on peut trouver une disqualification de ça. Après, c'est beaucoup plus difficile. Il faut être bah, euh, comme Carlo Ginzburg sur l'histoire en creux, sur ce qui ne se dit pas ou ce qui se condamne régulièrement. Enfin, voilà. Mais pour autant, je pense que ce rapport à l'animal mais même chose comme les étapes qui étaient dans les maisons. Voilà, vous avez une proximité telle que vous ne pouvez pas. Enfin, ça m'étonnerait que les animaux soient perçus voilà, comme des outils quand vous vivez, euh, quand vous partagez votre microbiote. Voilà, enfin bon, bref, je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment à questionner. Et puis même dans les autres cultures, vous prenez les travaux de Nicolas Lenné sur les éléphants au Laos, la photo des éléphants fait partie de la photo de famille. Voilà, il y a des constructions rituelles, etc. Les éléphants vivent dans la forêt, et s'ils ne reviennent pas le matin pour travailler, c'est un signe que un acte s'occupe mal de ces animaux. Donc, il est puni par les dieux, etc. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose vraiment à explorer. Voilà. Donc ça, c'était ma première remarque. Et ma question va autour de l'évolution, euh, justement, de la race et au fait que pour pouvoir maintenir les races, et encore pour les maintenir aujourd'hui, il y a en effet ce débouché de la boucherie, qui n'est pas une évidence, enfin, qui est devenu un moyen de maintenir la race. Et encore une fois, c'est valable aussi dans d'autres animaux de ferme, où l'élevage, le but, c'est d'être avec les animaux, de les élever, d'être avec eux, et que ça, c'est le but. Et que un des bouts de ça, ça va être l'envoi à l'abattoir. Et, euh, et ce qui se passe, alors justement, je voulais savoir si ça a été évoqué par vos éleveurs, c'est qu'aujourd'hui, il commence à y avoir de nouveau des débouchés d'autres débouchés pour les chevaux de trait. Donc, cette volonté justement de trouver des moyens pour plus envoyer les chevaux à l'abattoir. Pour autant, avec des problèmes sanitaires importants, parce qu'en modifiant les races pour en faire des chevaux lourds, se posent des questions de santé des animaux. Donc nous, dans nos travaux sur la retraite et la fin de vie, on a eu écho de ça, où en fait, les chevaux, parce qu'ils sont trop lourds, ont des problèmes à moyen et long terme. Est-ce que vous avez ça, il y a des éléments autour de ça? Alors, juste, j'ai pas entendu la fin de votre phrase. Vous avez dit en modifiant les chevaux de trait pour en faire des chevaux lourds. Et j'ai pas entendu la fin. En fait, ça a créé des problèmes de santé aux chevaux, autour de, par exemple, les pâtes à jus. Oui, Voilà. Donc, est-ce que vous avez eu des éléments autour de ça? oui. Je réponds d'abord à votre question et ensuite je vais réagir à vos remarques très intéressantes. Oui, j'ai donc la pâte à jus, grand sujet dans les différents élevages où j'ai été, sauf à la rigueur, peut-être chez les percherons. Euh, alors, je pense que ça venait du fait qu'il y a un panel assez important de percherons en France, mais aussi mondialement, et donc une bonne diversité génétique. En revanche, chez les trépois de vin mulacés et les Ardennais, donc le problème de la pâte à jus était récurrent. Récurrent en tout cas dans les préoccupations. Euh, Moi, j'ai vu que j'ai dû voir trois, quatre chevaux attendre pâte à jus. Mais par contre, c'est vraiment une préoccupation des éleveurs et éleveuses euh, qui savent pas très bien d'ailleurs si c'est génétique ou non. En tout cas, qui sont convaincus que c'est que l'origine est génétique, mais ils n'ont pas forcément de ressources sur lesquelles s'appuyer pour confirmer ça. Et donc, les éleveurs que j'ai rencontrés essayent de ne pas faire reproduire leurs juments atteintes de pâte à jus. Si c'est un étalon, par contre, oui, mais ça plutôt parce qu'il y a peu d'étalons reconnus, donc
ils vont pas faire la fine bouche, en quelque sorte. Mais en tout cas, au-delà des problèmes de santé, effectivement, avec donc d'un côté le déclin des chevaux de trait et puis la relance, il y a tout le problème de diversité génétique. Et ça, les éleveurs et éleveuses en parlent beaucoup. Ils sont beaucoup confrontés et cherchent des alternatives pour éviter de la consanguinité ou en tout cas être à un seuil tolérable, sans forcément expliciter ce qui se cache derrière la consanguinité. Ce qui est soupçonné, c'est effectivement des problèmes de santé, mais surtout une idée d'avoir des problèmes de caractère ou psychologiques, mentaux chez les animaux, ce qu'ils veulent absolument éviter. Et donc, voilà, toutes sortes de croisements qui vont être faits entre des lignées ou même après, donc les races qui s'ouvrent à croiser avec d'autres races pour remettre du sang, quitter un modèle lourd, en fait, et revenir sur un cheval de traction. Mais oui, oui, les éleveurs et éleveuses sont confrontés clairement aux problèmes sanitaires liés à ces évolutions des chevaux et donc essayent de former aussi des nouveaux modèles de chevaux de trait pour, euh, pour d'un côté ouvrir de nouveaux débouchés et en même temps pour avoir des chevaux de trait aptes à ces nouveaux débouchés. Et donc, je pense alors, c'est pas des élevages que j'ai enquêtés, mais je pense notamment aux arabo-boulonnais, arabo-frisons, à tout ce qui est croisé arabe. Et il y a eu aussi des croisements boulonnais-holsteiner pour avoir un cheval de trait à la fois qui soit capable de faire de la représentation ou des démonstrations, etc., mais aussi de l'attelage plus sportif. Bon, le problème du Bullsteiner, évidemment, ça a été un problème aux articulations, un croisement qui, en fait, enfin, des chevaux qui, tout de suite, sur la première génération, ont présenté des signes de faiblesse aux articulations. Sur le reste de vos remarques, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur la photo de famille et sur les travaux de Nicolas Lenné. C'est exactement la même chose qu'on observe dans les élevages de chevaux de trait. Les chevaux font effectivement partie des photos de famille sur la cheminée. Tous les éleveurs ont la même. Euh, et donc, ils ont leur photo effectivement de mariage et leur photo de famille avec le cheval de famille. Mais aussi dans les archives familiales, il y a ça aussi chez leurs parents, grands-parents, etc. Donc finalement, très vite, on arrive au début 20e, fin 19e, où on a déjà des traces du cheval comme membre de la famille. Et de même, Nicolas Lenné dit bien que si l'éléphant ne vient pas par lui-même, c'est que le cornac fait un mauvais travail. Mais c'est la même chose que j'observe sur le terrain. Quand l'éleveur rentre dans le pré et que les chevaux ne viennent pas vers lui, il s'en prend à lui-même. Il peut aussi, il y a des éleveurs qui s'en prennent aussi à leurs chevaux, mais en expliquant bien que c'est parce qu'ils passent pas assez de temps avec leurs chevaux, qu'ils s'en occupent pas assez, que eux-mêmes sont fautifs, en fait, font mal leur travail d'éleveur. Et donc tout ça, ça m'amène à rejoindre complètement ce que vous disiez sur en fait qu'il faut reconnaître que le cheval était déjà compris comme compagnon, enfin peut-être de tout temps. Et je pense qu'en fait cette réflexion-là sur le cheval comme compagnon, c'est plus une révolution scientifique que dans les pratiques. On se met à redécouvrir quelque chose de tout à fait commun. Et moi, je vois le décalage entre les colloques de sociologie où j'ai dit les éleveurs et les chevaux se considèrent comme compagnons. Bon, alors ça suscite toutes sortes de réactions d'étonnement. Dans les élevages, on me regarde en disant, ah oui, 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 bien sûr, c'est rien de nouveau, ça a toujours été comme ça, c'est comme ça qu'on nous a appris les choses. La différence, elle se situerait peut-être plutôt sur le bien-être animal, notion qui, bon, suscite également enfin, il y a des choses à dire dessus, mais je pense que de tout temps, le cheval a été compagnon. En revanche, en termes de bientraitance, peut-être que la bientraitance évolue aujourd'hui, que le cheval était traité peut-être différemment, mais à nouveau, je pense que c'est pas quelque chose de lisse et unitaire.
qu'il y a eu des complexités et des grandes différences selon les personnes, les situations, les régions, les époques. Oui, oui, j'appuie complètement ce que vous dites, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on n'a pas du tout le même rapport et en effet, la question de la maltraitance vient se poser. Pour autant, encore une fois, je suis vraiment convaincue qu'il y a une rupture ontologique qui s'opère au 19e siècle avec l'industrialisation et le capitalisme, où on va enfermer des animaux, etc. Ce qui n'était pas le cas préalablement, c'était pas du tout le même rapport au monde. Euh, voilà, et je pense qu'on en prenait énormément soin. Euh, Aujourd'hui, la question de la bientraitance se pose autrement. En effet, si on remonte dans l'histoire, la bientraitance euh, peut poser question, mais pour autant, là encore, il faut vraiment mettre en parallèle les modes de vie animaux et les modes de vie humains. C'est-à-dire que, ok, c'était compliqué pour les animaux, en attendant, on brûlait les femmes, on torturait, etc. Donc le rapport au monde n'était pas du tout le même. Donc, enfin voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec une disqualification dans le discours scientifique autour de la bientraitance, où globalement aujourd'hui on est moraux parce qu'on s'en occupe mieux par rapport à l'histoire. Là aussi, je pense il y a des choses à nuancer et à complexifier. Oui, 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 Ouais. je suis tout à fait d'accord là-dessus. Si je peux rebondir, je pense qu'effectivement, on a des preuves dans les creux des inventaires après décès du XVIIIe siècle. On a déjà des petits matériaux qui nous montrent qu'effectivement, on fait déjà tout ce qu'on peut. On le soigne, peut-être pas aussi bien que ses enfants, mais enfin pas loin. D'ailleurs, il meurt probablement moins de poulains que de bébés au XVIIIe siècle. Sur une même ferme. Et, euh, et effectivement, ce qui peut nous paraître ne pas être de la bientraitance avec nos yeux aseptisés d'aujourd'hui, depuis le confort de nos fauteuils de bureau, là, en fait, c'est déjà le mieux qu'on puisse faire, le must du must, parce que on oublie qu'en fait, les humains eux-mêmes doivent mettre un manteau quand ils rentrent dans leur maison parce que la maison est plus froide que l'extérieur, qu'on vit à 8 parfois dans le même lit sur une paillasse parce que sinon la cheminée suffit pas à chauffer tout le monde et qu'on est bien content que le poney passe la porte pour réchauffer l'hiver. Et c'est pas que pour réchauffer les humains, c'est aussi pour réchauffer le cheval. Et il y a une proximité dans le travail, il y a un prénom qui est donné, qui apparaît parfois. Voilà, alors que les vaches n'ont pas forcément de prénom. Enfin, voilà, il y a un rapport très particulier qui, effectivement, se délite au 19e siècle, au moment où on considère aussi l'humain comme un outil et où, justement, le cheval va être déshumanisé comme l'humain l'est au même moment, en fait. Mais c'est très, très tardif, en fait. Cette déconstruction, elle se fait dans le courant du 19e et même plutôt dans la fin du 19e dans certaines régions de France, quoi. Oui, c'est d'ailleurs François Jarige, lors d'une présentation de son dernier ouvrage, qui expliquait que on a des preuves, mais on a en fait aussi peu de preuves sur le compagnonnage, du fait que c'était tellement évident, comme par exemple pour le prénom, qu'on l'a pas écrit. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette difficulté scientifique de prouver ce qui se passait dans sur la notion de compagnonnage ou même de rapports familiaux avant le 19e siècle, parce qu'il y avait d'une part une évidence et d'autre part, en fait, un monde paysan peu enquêté scientifiquement, donc aussi peu de traces, je En pense. fait, on trouve dans la description de ce qui est considéré comme anormal, en creux, ce qui est normal. Donc, quand on voit Oui, les oui. actes criminels et les peines encourues pour le type qui a poignardé son cheval parce qu'il était en colère ou qui lui a crevé un œil à coup de cravache, et ben là, on voit que déjà à l'époque, c'est absolument insupportable. Et c'est tellement insupportable qu'il va y avoir sanction derrière, avec tribunal, prison, amende, etc., etc. Et même si la personne qui a commis l'acte
insupportable et riche, quoi. Donc, c'est aussi dans les gestes exceptionnels qu'on voit ce qui est considéré comme normal et acceptable ou inadmissible, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais bien te poser une petite question sur la sociologie des éleveurs de chevaux de trait et savoir, donc tu disais que majoritairement c'était des personnes qui étaient issues en fait de familles d'éleveurs. Est-ce que déjà, bah, première question, est-ce qu'on a des installations de personnes non issues du monde agricole qui s'installent en élevage de chevaux de trait? Et si oui, est-ce que tu as pu distinguer une différence de rapport à la race entre ces personnes qui sont donc issues d'une filiation familiale et donc qui depuis toujours en fait ont travaillé avec cette race-là? Comment ces personnes qui s'installent sans cadre familial euh, se retrouvent dans ce rapport à la race et ce rapport aussi au patrimoine. Est-ce que ils vont s'insérer dans ces logiques-là pour faire partie du territoire ou au contraire ils vont s'en dégager? Alors, c'est une question très intéressante, mais à laquelle je pourrais répondre que partiellement du fait d'un biais sur mon terrain, mais biais volontaire, qui était d'aller observer en région, enfin dans les berceaux, les races dans leurs berceaux. Donc, est-ce qu'on a des personnes non héritières? Oui. Donc, par exemple, la jeune éleveuse qui veut faire une ferme pédagogique. Donc elle est pas issue de l'agriculture, mais donc quand je lui pose la question de quelles sont ses origines familiales, elle arrive à retracer tout un arbre pour se trouver un ancêtre. Et elle finira en fait par me dire, de toute façon, on a tous un ancêtre paysan. Et ça, ce genre de, comment dire, et de construction, de réponse. Je le retrouve en fait chez toutes les personnes non issues de l'agriculture. Les personnes non issues de l'agriculture que j'ai pu rencontrer, c'était surtout des jeunes donc moins de 30 ans. Donc qui effectivement se trouvent comme ça un oncle éloigné qui fait un petit peu de maraîchage ou qui en a un petit peu fait, voire quelqu'un qui est passionné de jardinage pour se trouver un lien à l'agriculture qui est en fait un processus de légitimation, notamment parce que ces personnes qui me disaient ça, c'était aussi des jeunes femmes et qui ont été confrontées dans leur professionnalisation au fait qu'elles soient jeunes, femmes et non héritières. Et donc, elles essayent de se trouver comme ça une légitimation familiale. Au niveau de la différence du traitement de la race et du rapport au patrimoine, euh, il n'y a finalement pas de différence entre les personnes héritières ou non héritières. Donc, dans mon panel, il y avait aussi l'éleveuse de Tré-Percheron, qui, elle, n'est pas du tout issue de l'agriculture, qui en est venue sur le tard. Donc, c'est une personne qui a aujourd'hui plus de 60 ans, qui va bientôt peut-être prendre sa retraite, et qui avait déjà, je crois qu'elle avait la trentaine, elle avait déjà 2 enfants quand elle s'est mise à l'élevage. Et avant, elle travaillait dans le commerce national, international. Elle a été à l'université, etc. En tout cas, cette personne-là, elle a un rapport au patrimoine assez similaire aux autres personnes et les jeunes rencontrés également. Euh, la différence peut-être, et encore, c'est vrai que ces personnes non héritières rentrent dans l'élevage avec la motivation de vraiment de sauvegarder le patrimoine. Euh, bon, les motivations, c'est aussi que c'est des personnes qui aiment les chevaux, etc. Mais en fait, donc il y a tout un ensemble. D'un côté, elles aiment les chevaux, donc elles n'ont pas envie, les chevaux de trait notamment, donc elles n'ont pas envie que ce patrimoine disparaisse, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait, enfin, si on n'a plus de chevaux à aimer, ce serait malheureux. Donc il faut conserver. Ces personnes, elles entrent dans l'élevage avec cette motivation-là. Et finalement, quand on creuse un petit peu, les héritiers poursuivent aussi l'élevage
déjà parce qu'ils ont un pied dedans, mais en fait parce que ce qui leur plaît, c'est aussi de conserver, et ce qui leur plaît, c'est la relation à l'animal. Et donc, ils ont envie de conserver les relations qu'ils peuvent connaître. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de différence. Et là où mon biais intervient, c'est que comme j'ai enquêté dans les berceaux, le rapport à l'identité régionale est très forte, est très fort. Par exemple, donc cette jeune éleveuse non héritière, elle m'a dit, moi je suis de La Rochelle, je suis née à La Rochelle, j'ai toujours tout fait à La Rochelle. Juste une fois, je suis partie à Cognac, donc à 1 heure de La Rochelle, hein, voilà, ça elle le dit bien. Elle dit, mais sinon, moi, je suis rochelaise, je soutiens le Stade Rochelais et j'élève des races issues du Marais Poitevin. Donc, en fait, il y a quand même une volonté dans les régions, dans les berceaux, d'élever la race locale pour cet effet de patrimonialisation. Euh, là où je pense que ce serait intéressant pour compléter mon enquête, c'est de voir, en dehors des berceaux, qui élève quelle race. Est-ce qu'un percheron, quelqu'un de percheron qui est parti par les aléas de la vie s'installer dans le sud de la France, élève des percherons parce qu'il veut garder un lien, etc., c'est aussi son héritage, ou est-ce qu'il va plutôt élever une race locale? Je pense que là, il y aurait des choses à dire, mais du coup, ça, j'ai pas pu l'enquêter. Merci. J'aurais éventuellement une dernière question, mais qui est commune à Angèle et Maurice. Euh, voilà, peut-être que comme ça va être plus simple. Ah oui, c'est mieux. Désolée. Euh, comment enfin, quel discours ou représentation ou réaction ont vos enquêtés, alors pas forcément les néo-ruraux, hein, plutôt les anciens, à la disparition des haras nationaux, et notamment à la fin de l'étalonnage? Alors, de mon côté, c'est un grand désastre. Les éleveurs et éleveuses en sont même, enfin, comment dire, il y a du ressentiment aussi un petit peu sur la privatisation de l'étalonnage. Pour toutes les personnes enquêtées, ça a été, donc j'ai enquêté des personnes qui avaient entre 40 et 60 ans pour les éleveurs encore et éleveuses encore actifs. Sinon, les jeunes étaient en cours d'installation. Donc, ces personnes-là, entre 40 et 60 ans, ont connu l'étalonnage public par les haras nationaux. C'était une aubaine. Il y a même un des éleveurs que j'ai enquêté, qui est un ancien travailleur, ancien étalonnier et inséminateur des haras nationaux, euh, qui a quitté les haras avant quand même la privatisation de l'étalonnage, mais en fait qui sentait le truc venir et qui a quitté parce que le début de privatisation, quoi, à partir des années 2000, ça ne lui plaisait pas. Euh, et donc tous sont très déçus et ont dû se réorganiser pour faire naître. Ça a vraiment bousculé les pratiques. Donc des éleveurs qui se sont rencontrés grâce à l'étalonnage des haras nationaux, qui se sont mis en couple du fait de cette rencontre. Il y a la perte de lien social qui aussi est évoquée. La, comment dire, oui, la perte de groupes de pairs qui se formaient aussi avec les travailleurs des haras nationaux. Le fait qu'ils ont l'impression quand même que depuis la fin des haras nationaux, euh, l'élevage de chevaux de trait a complètement changé, il y a des problèmes de consanguinité, qu'il y a des problèmes d'hygiène dans la monte, notamment la monte en main, qu'il y a des problèmes de technique, que des éleveurs et des étalonniers sont absolument pas formés, font n'importe quoi, violentent des juments, alors qu'au hara, il y avait une formation pour la reproduction. Euh, donc oui, il y a quand même une déception face à ça. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a une réaction plus liée au fait même que l'étalonnage s'est privatisé. Alors pour certains, évidemment, c'est une aubaine, c'est un grand mot, mais c'est une occasion de développer une nouvelle activité en proposant eux-mêmes leurs services d'étalonnier. Mais par contre, j'ai l'impression que le fait que
que ça passe à la privatisation, qu'il y a que c'est vécu comme l'abandon de l'État, du cheval de trait. Et donc, le, oui, en fait, l'État ne reconnaît plus les chevaux de trait pour reprendre l'expression, ceux qui ont nourri la France. J'ai l'impression que oui, qu'il y a ça qui se passe à la fois au moment de la privatisation de l'étalonnage, mais je dirais, je pense aussi au moment où les haras nationaux sortent des comptes privés du Trésor, des comptes spéciaux du Trésor. Et Maurice, je te laisse répondre si tu as des pistes. Ouais, bah, je vais compléter un peu. Moi, c'est sur les utilisateurs, c'est pas forcément quelque chose qui est très central, la fin de l'étalonnage. Mais pour eux, c'est vraiment un marqueur de l'abandon de l'attraction animale et des chevaux de trait. Donc c'est vraiment ça, c'est la preuve du désengagement de l'État à un moment où on voyait un regain d'intérêt autour de cette pratique. Donc ça a été d'autant plus vécu comme une incompréhension alors qu'ils étaient en attente de soutien à ces moments-là. Euh, Au milieu des années 2000, en fait, c'est là où on a commencé à voir le regain. C'est là où on a vu de plus en plus de structures s'installer, des entreprises autour de l'attraction animale. Et ouais, ça a vraiment été perçu comme le symbole d'un désengagement et le fait que bah, du coup, on va faire nous-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des mentalités dans les associations et les structures actuelles autour de l'attraction animale qui sont en partie liées à ce sentiment d'abandon et de désengagement de l'État. Dans les récits un peu historiques, quand on prend un peu de recul avec les utilisateurs ou avec les personnes qui sont dans les structures associatives, c'est toujours un jalon qui est identifié comme le symbole en fait, d'un processus qui était déjà engagé depuis longtemps, puisque à l'échelle nationale, l'attraction animale était invisibilisée. Mais en fait, ça vient vraiment marquer le coup, quoi. Voilà, on va peut-être conclure là-dessus, du coup. Si vous n'avez pas d'autres questions, ça fait à peu près 1 heure, je pense qu'on échange aussi. Mm. Donc merci à toutes et tous pour vos questions. Merci Angèle pour ta présentation. Et on va pouvoir du coup couper l'enregistrement. Ouais. Alors,